Ils l'appelèrent l'ultimatum final. Une projection scintillante du haut arbitre du Conseil galactique planait au-dessus des ruines de ce qui était autrefois Sydney. La voix était froide, mécanique, non par manque d'émotion, mais parce qu'elle n'en avait pas besoin. Cette voix avait jugé des milliers d'espèces. Des milliards d'entre elles s'étaient rendues avant même que la Terre ne comprenne ce qui allait arriver. Vous déposerez les armes, vous démantèlerez vos armées, vous vous soumettrez à l'assimilation du Conseil. La résistance entraînera une purification orbitale. L'émission a duré 2 minutes. Toutes les grandes villes l'ont entendue. Chaque écran, chaque appareil, chaque langue a été traduit instantanément. Et après la fin, la Terre a simplement souri. Non pas parce que nous étions prêts, non pas parce que nous avions des flottes à la hauteur des leurs, non pas parce que nous avions des armes capables de brûler des étoiles ou des soldats qui ne dormaient jamais. Non. Nous sourions parce que l'humanité avait passé toute son histoire sanglante à se préparer à être sous-estimée, et que la galaxie venait de commettre la plus grave erreur de son histoire. L'homme qui se tenait au centre de commandement du commandement de la résistance terrestre de l'ONU était le général Marcus Vann, un vétéran amer et marqué par de trop nombreuses guerres. Pas du genre propre non plus. Guerres de jungle, guerres urbaines, perdre des amis dans les ruelles et appuyer sur la gâchette dans des immeubles effondrés. Il avait vu le pire, et c'est ce qui le rendait parfait. Il resta silencieux jusqu'à la fin du message du Conseil. La salle autour de lui était plongée dans un silence de mort. Puis un officier subalterne, au fond, murmura « Ils ne savent pas ce qu'ils viennent de faire ». Marcus ne quitta pas l'écran des yeux. Sa voix, basse et rauque, brisa enfin le silence. Nombreux, ils ne le sont pas, mais ils le seront. La réponse de l'humanité fut diffusée 6 heures plus tard. Un seul flux, pas d'image, pas de musique, juste une caméra dans une pièce faiblement éclairée. Le général Vann fixait l'objectif, l'air vide, les yeux creux après des décennies de guerre, le genre d'homme qui semblait avoir déjà enterré tous ceux qui lui étaient chers. Vous venez ici en pensant que nous allons nous incliner, que nous ferons comme les autres, que nous tomberons dans votre petit empire comme de gentils petits animaux. Mais nous ne sommes pas eux. Nous sommes la pire décision que vous puissiez prendre. Il se pencha. Nous nous entretuons depuis des siècles. Vous pensez que nous hésiterons avec des étrangers? Pas de menaces, pas d'exigences, juste une promesse. Le Conseil éclata de rire. Leurs communications divulguèrent littéralement une séance où les représentants se moquaient des bravades des primates de la Terre. Pour eux, c'était mignon. Les espèces reculées avaient aboyé. Arrive alors le moment où elles seront abattues. Ils envoyèrent une flotte, même pas une grande, juste assez pour mettre la Terre au pas. 18 vaisseaux capitaux, des dizaines de croiseurs de soutien, des milliers de drones. Ils ont entamé leur descente atmosphérique au-dessus de l'Europe. Londres, Berlin, Varsovie, prêts pour l'occupation. Puis ont frappé le piège de Cracovie. Tout a commencé par une panne des satellites terrestres, non pas à cause du brouillage, mais parce que l'humanité les a éteints, volontairement, sur commande. C'est à ce moment-là que les vaisseaux du Conseil ont perdu leur GPS orbital. Le réseau terrestre s'est éteint. Un chaos délibéré. La première détonation fut silencieuse. L'espace ne transporte pas le son. Mais lorsque la mine, armée de tiges de tungstène fabriquées sur Terre, percuta le ventre d'un croiseur à Mach 25, le transforma en confetti. Les autres tentèrent de se disperser, et c'est à ce moment-là que tous les pays de la Terre lancèrent leurs charges cinétiques inexistantes. Voyez-vous, les humains n'ont pas construit d'immenses flottes. Nous avons construit des pièges. Pendant que le Conseil s'affairait avec des armadas lumineuses et des canons à plasma exotique, nous avons enterré des tiges de tungstène, des canons électriques, des missiles IM et des éclats d'obus orbitaux en orbite et dans des silos souterrains, silencieux pendant des années, attendant. 6 vaisseaux du Conseil sont tombés en 20 minutes. Les autres ont tenté de battre en retraite. Nous ne les avons pas laissés faire. Non pas parce que nous étions plus forts, mais parce que la Terre ne pardonne pas les menaces. Nous n'oublions pas les ultimatums. Et quand on nous donne une raison de nous battre, nous ne nous arrêtons pas. Alors que le dernier croiseur s'effondrait en flammes, Vann se tenait de nouveau devant la seule source d'information active du monde. Il ne souriait pas. Il ne se vantait pas. Il regarda simplement la caméra et dit « Vous nous avez dit de nous rendre. Nous vous avons entendu. C'est nous qui sourions. Le Conseil n'avait pas peur,
Pas encore. Il était agacé. La première flotte était un message, pas une force de guerre, une gifle d'avertissement adressée à un enfant turbulent. Le fait que la Terre ait repoussé cette main n'instillait pas la peur, seulement la confusion. Les espèces ne ripostaient pas. C'était tout le système. Depuis la formation du Conseil, il y a plus de 10 000 ans, la soumission était devenue une routine, pas une guerre. La diplomatie d'abord, la pression ensuite. Puis, une flotte. 2, si nécessaire. Si une race résistait plus que cela, elle était anéantie, archivée comme une intégration ratée, et la galaxie continuait sa route. Mais la Terre était une variable, un joker, un problème. Et les problèmes ne sont pas tolérés par la bureaucratie galactique. Ils sont effacés. Ils ont donc envoyé une autre flotte, plus importante cette fois. 57 vaisseaux capitaux, 17 cuirassés, 3 espèces d'élite dotées de formes de guerre cybernétique et la puissance de feu coordonnée de 5 empires. Le terme officiel pour ce déploiement était Opération Conformité. En privé, il l'appelait le marteau. Vu de l'orbite, la Terre paraissait fragile, une bille bleu-vert tournoyant dans le vide. Pas de portes interstellaires, pas de colonies extérieures, pas de présence spatiale réelle. Juste quelques vestiges orbitaux, des satellites poubelles et des stations spatiales si primitives qu'elles utilisaient encore la rotation comme gravité. Et pourtant, la Terre avait ensanglanté la première main qui s'était tendue vers elle. La nouvelle flotte ne s'était pas donné la peine de diffuser. Pas d'avertissement, pas d'exigence, juste des cibles, des coordonnées, des chronologies. Leur objectif était une destruction planétaire totale. Mais dans une salle de guerre enfouie à 6 km sous ce qui était autrefois Denver, la Terre ne planifiait pas la survie. Elle planifiait la souffrance. Le général Marcus Vann se tenait devant un tableau blanc craquelé, jonché de gribouillis, d'épingles et de compteurs magnétiques. Chaque mur bourdonnait d'écrans tamisés. Les officiers étaient postés à leur poste de travail, beaucoup affolés par la caféine et le visage mal rasé. La pièce empestait le métal, la sueur et le stress. Personne n'avait dormi depuis 2 jours. « Recommencez », dit Vann. Une femme vêtue d'une veste noire rapiécée tapota la console. Entrée prévue dans 22 heures, déploiement orbital en moins de 6 points. Heure. Déploiement orbital en moins de 6 points. Une autre voix. Plus grave. Plus ancienne. Des cibles. Ils s'en prennent aux villes. De grandes villes. Rapidement et sans ménagement. Berlin, Tokyo, Le Caire. Et ils n'atterrissent pas cette fois. Bombardement à haute altitude. IM. Imploseur à vide. Saturateur à plasma. Ils vont nous affaiblir avant de tenter une intervention au sol. Saturateur de plasma. Ils vont nous affaiblir avant de tenter leur chance au sol. Vann ne réagit pas, ni par panique, ni par colère. Il avait vu pire. La salle attendait ses ordres. Qu'ils arrivent. Silence. Puis, un sourire narquois d'un des jeunes officiers, le genre de sourire narquois que les hommes arborent lorsqu'ils savent qu'ils vont se battre à la déloyale. Les plus grandes armes de l'humanité n'étaient ni les vaisseaux, ni les lasers, ni les chiffres. C'était la cruauté, la patience, ce genre de réflexion tactique née dans la boue, les tranchées et la jungle, où l'on apprenait à tirer sur quelqu'un, non pas là où il se trouvait, mais là où il se trouverait lorsqu'il hurlerait. Nous étions sur le point de montrer à la galaxie à quoi ressemblait réellement la guerre asymétrique. L'attaque commença à 4h30. U, T, Z. Une lance d'énergie blanche et aveuglante a incinéré les toits de Johannesburg. Une seconde a traversé le quartier sud de Tokyo. L'air s'est transformé en plasma. Les bâtiments ont fondu. Les cris se sont éteints en quelques millisecondes. 3 minutes plus tard, les IM ont frappé. Partout dans le monde, les réseaux électriques se sont effondrés. Les satellites sont morts. Les technologies civiles ont été mises hors service. Mais les systèmes militaires, toujours en activité. C'était la première étape de l'opération coup de fouet, simuler l'effondrement. Le Conseil s'attendait à la panique. Il s'attendait au chaos. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était les bunkers souterrains, les grilles antiaériennes mobiles, les lanceurs souterrains cachés, le fait que la Terre se préparait à une guerre mondiale depuis la fission de l'atome. Lorsqu'ils ont commencé leur descente, notre ciel n'a pas été silencieux. Ils s'illuminèrent. Sous les canopées des forêts, les lacs gelés et les crêtes montagneuses, la Terre lança sa première vague de représailles. Pas d'armes nucléaires, trop primitives, trop gaspilleuses.
À la place, ils utilisèrent des lances célestes, des véhicules cinétiques destructeurs conçus pour percer les blindages et non pour exploser. Chacune était une tige profilée en alliage dense, accélérée par une ancienne technologie de canon électrique. Aucune signature énergétique, aucune traînée de chaleur, indétectable par la plupart des capteurs du Conseil. 4 dreadnoughts ont perdu leur atmosphère dans les 5 premières minutes, mais la véritable arme de la Terre n'était pas le métal. C'étaient des hommes. Le sergent Theo Bragg était l'un d'eux. Ni un héros, ni une légende des forces spéciales, juste un soldat. Survivant de 9 déploiements, de 2 mutineries et d'un mariage raté dont il ne parlait jamais, lui et son unité, les Chiens Noirs, étaient stationnés en Islande depuis l'incendie de la première flotte. Froid, silencieux, invisible. Lorsque la deuxième vague arriva, Bragg ne demanda pas pourquoi. La politique et la stratégie lui importaient peu. Il ne lui manquait plus que son équipement, son fusil et la balise de visée serrée dans sa main tremblante. Il était temps de rappeler à ces salauds d'étoiles ce qu'un humain acculé peut faire, marmonna-t-il en réparant son casque. Leur objectif était simple. Transformer Reykjavik en un hachoir à viande. Le Conseil débarqua 4000 soldats au nord de la ville, un hachoir à viande. Le Conseil a débarqué 4000 soldats au nord de la ville, des hybrides élevés en laboratoire, blindés et connectés en réseau pour former une IA de commandement à intelligence collective. Rapide, puissant et précis. Ils étaient équipés de fusils à plasma, d'armures adaptatives et de drones flottants. L'unité de Bragg était équipée de bottes d'acier, de fusils d'assaut modifiés et d'un genre de tactique digne d'une cour martiale dans n'importe quelle armée. Nous lançons des charges sous les secteurs haies, aboya-t-il. Les voies d'évasion en entonnoir sont truquées. On les saigne, on les piège, on les incendie. Un autre soldat, nerveux, nerveux. Ils ne sont pas comme nous, sergents. Ils n'hésitent pas, ils ne dorment pas. Et s'ils passaient comme ça, Bragg alluma une cigarette. Il tira une longue bouffée. Puis on mourut de colère et on lui rappela le goût. Les pièges ont fonctionné. Les extraterrestres se déplaçaient comme des loups, mais la Terre avait construit cette foutue ville comme un piège. Les ponts s'effondraient, les rues explosaient, les bâtiments s'écroulaient de côté, piégés, en entonnoir, isolés. Au coucher du soleil sur les collines glacées, il ne restait plus que 30 soldats du Conseil debout à Reykjavik. Et les Chiens Noirs, toujours en train de se battre, toujours souriants, toujours en vie. De retour en orbite, la panique avait commencé. Pas parmi les soldats, mais parmi les élites du Conseil. Des espèces qui n'avaient pas connu de véritable guerre depuis des siècles. Des êtres élevés à des stratégies stériles et à des conquêtes sans tâche. Maintenant, ils observaient des caméras de destruction remplies de sang humain, certes, mais aussi de cadavres extraterrestres déchiquetés dans des tranchées, ensevelis sous des glissements de terrain, déchiquetés par des balles primitives qui avaient réussi à contourner les boucliers énergétiques. « C'est intenable », siffla un représentant du Conseil, une créature reptilienne à plumes venue des mondes centraux. « Ils sont implacables », marmonna un autre. « Ils sont suicidaires », ajouta un troisième. Mais un mot revenait sans cesse, adaptabilité. Les humains ne se contentaient pas de se battre. Ils apprenaient. Chaque embuscade ratée était corrigée par la suivante. Chaque ville détruite en apprenait à 10 autres à survivre. Ils ne se rendaient pas. Ils ne se fracturaient pas. Ils ne se sont pas repliés en désordre comme les espèces précédentes. Ils se sont coordonnés. C'était de la folie. Et c'était magnifique. Le général Vannes se tenait devant un écran tactique montrant des points rouges se fondant dans des amas bleus. Il se replie sur le front occidental. Nous pouvons reprendre Madrid et Varsovie. Un jeune assistant s'approcha, le visage pâle. « Monsieur, le protocole de Genève interdit le type de frappe que nous utilisons. » Vannes ne le regarda même pas. Genève brûlait. Le protocole aussi. Il se tourna vers un autre officier. « Envoyez un message au réseau sibérien. Activez les dormeurs. » Elle cligna des yeux. « Vous voulez dire ? » ?»« Oui. Il est temps de réveiller les monstres. » Sous la croûte glacée de la Sibérie se trouvait l'Abri 6, une installation non officielle qui n'existait pas. À l'intérieur se trouvaient 24 silhouettes humanoïdes, cryocellées, les yeux clos, des super-soldats biologiques, des expériences que l'humanité avait jadis renoncées, des projets mêlant épissage génétique,
boucle de rétroaction d'adrénaline et effondrement moral. Pas de nom, juste des numéros. Et maintenant, la Terre était prête à les utiliser. Le Conseil apprendrait ce qui se passe lorsqu'on force une espèce qui a passé des siècles à tenter de se suicider à tourner sa rage vers l'extérieur. Le 6e jour de l'invasion, l'impensable se produit. Un cuirassé du Conseil prend la fuite. Il rompt sa formation. Sans ordre, sans coordination. Il se retourne et déclenche ses propulseurs subluminiques, s'enfonçant dans l'espace lointain. La transmission est interceptée. Son commandant, une créature à base de silicium nommée Itrex, hurla dans le vide. Ils ne sont pas une espèce, c'est une maladie. Ils ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas. Il avait raison. À ce moment-là, la Terre avait perdu 30 millions de vies. Des villes entières avaient disparu. Pourtant, l'humanité n'a pas crié à la paix, n'a pas imploré d'aide. Ils ont enterré leurs morts, chargé leurs fusils et envoyé des messages sur toutes les fréquences radio. Vous avez apporté la guerre. Maintenant, étouffez-vous. Des bidonvilles de Mumbai aux forêts du Québec, des déserts du Moyen-Orient aux ruines de Manhattan, la Terre s'est unifiée sous un même credo. Combattre, brûler, saigner, gagner. L'humanité n'a pas atteint le sommet grâce à la technologie. Nous l'avons atteint parce que la douleur n'a jamais été la fin pour nous. C'est là que nous avons commencé. Au-dessus des nuages, à bord du vaisseau amiral du Conseil, le Varaxis, le haut arbitre, comprit enfin la vérité. Ce n'était pas une guerre, c'était une erreur, et il ne savait pas comment y remédier. Dans toute guerre, il y a un moment où le vent tourne, non pas à cause du nombre ou des armes, mais à cause de la peur. Et pour la première fois depuis plus de 10 000 ans, le Conseil galactique le sentit. La peur, non pas de l'extinction, mais de l'humiliation. Qu'une espèce arriérée, divisée, à peine capable de voyager dans l'espace, issue d'une seule planète à gravité, ait fait passer toute sa structure galactique pour une farce. Et l'humanité n'en avait pas fini. Loin de là. Ils avaient goûté au sang extraterrestre, et ce n'était pas la première fois que les humains s'enivraient de vengeance. En orbite, les vaisseaux du Conseil survivant se replièrent dans ce qu'ils appelaient le confinement stratégique. Mais chaque commandant de vaisseau savait ce que cela signifiait réellement. Retraite. Ils le masquèrent derrière des phrases. Regroupement tactique, redéploiement, réévaluation atmosphérique. Mais la Terre n'y croyait pas. Le général Marcus Vann se tenait devant une table jonchée de disques durs brisés, de cartes et de vieilles photos de villes disparues. Une bouteille de whisky était posée près de sa main, intacte pour l'instant. Il regardait des images de drones, des cadavres extraterrestres déchiquetés dans les champs calcinés du Kansas, des hélicoptères de combat municipaux en feu dans les Rocheuses et des résistants traînant des corps hybrides derrière des camions de ravitaillement à Mexico. Une communication bourdonna. « Monsieur ?» Ils hésitent. La flotte n'a pas bougé depuis 3 heures. Vann se frotta la mâchoire. Ils attendent des renforts ou la reddition. Ils n'auront ni l'un ni l'autre. Une pause. L'autorisation de lancer l'opération Gantelet. Vann regarda à nouveau le whisky. Pensa à tous les hommes qu'il avait enterrés, à tous les visages dont il ne se souvenait plus des noms. Puis, il répondit « Fais-le », illumine le ciel. L'opération Gantelet n'aurait jamais dû exister. Ce n'était qu'un murmure, une hypothèse inventée dans les recoins les plus sombres de groupes de réflexion clandestins. L'idée était simple, en théorie, quitter la Terre, porter le combat en orbite, pas avec des vaisseaux mais avec des soldats. Mais l'exécution était une folie. Le Conseil contrôlait l'espace. Ses capteurs couvraient le ciel. Son IA pouvait prédire et intercepter la plupart des lancements de projectiles. Mais l'humanité avait une chose. Elle ne l'avait pas. Désespoir. Dans une casse au nord de l'Alaska, 6 missiles Orion étaient préparés. Pas des vaisseaux spatiaux. Pas même des navettes. Des ICBM modifiés. Débarrassés de leurs armes nucléaires, renforcés par un blindage en graphène. Leur système de survie tenait à peine debout grâce au ruban adhésif et à l'espoir. Chaque missile transportait 3 hommes. Pas de place pour l'échec, pas de renfort. L'idée était de traverser la thermosphère, de déployer des bottes magnétiques et d'aborder de force les vaisseaux du Conseil en orbite médiane. Suicidaire? Oui. Mais pour les 6 escouades sanglées dans ces fusées mortelles creuses, c'était là le but. Le sergent Théo Bragg était dans le gantelet 3. Ses bottes étaient serrées, ses mains tremblaient.
La femme à côté de lui, le caporal Naila Dress, marmonnait une vieille prière. Le troisième de leur groupe, le lieutenant Rees, fixait la lumière verte clignotante au-dessus de l'écoutille. Personne ne parlait de survie. Ce n'était pas la mission. Survivre n'était pas la victoire. La douleur, si. 30 secondes plus tard, la voix glaciale leur parvint dans les écouteurs. Bragg laissa échapper un soupir lent. On fonce. On ne s'arrête pas. On prend la passerelle ou on meurt dessus, compris? Tous deux acquiescèrent. 20 secondes. Le grondement commença. Le métal hurla. Puis, l'allumage. En orbite, le Varaxis tournait sur son axe latéral. Ses moteurs refroidissant après un diagnostic partiel du système. La passerelle de commandement était calme, stérile. Tout était propre dans le monde du Conseil, même en temps de guerre. Un officier des communications, une espèce cristalline à 7 yeux, serait dit soudain. Des lancements non identifiés depuis la surface, dit-il. D'où? Demanda l'arbitre. Trajectoire multiple, ascension verticale. Mais attendez, ce ne sont pas des avions. Qu'est-ce que c'est? La voix de l'officier rompit le protocole. Une rare lueur de confusion. Des fusées, de fabrication humaine. La salle se tendit. Combien? 6. Un silence suivi par le rire d'un chef de guerre critant qui se tenait non loin. 6? C'est tout? C'est la riposte? Mais l'officier poursuivit. Ils accélèrent. Trop vite, trop étroit. Ce sont des projectiles d'abordage. Plus personne ne rit. Le temps qu'ils essaient d'activer les tourelles automatiques défensives, il était trop tard. 3 roquettes furent abattues. L'une manqua complètement sa cible. Mais 2 autres, elles firent mouche. Le gantelet. 2 s'écrasèrent sur l'Etra, un croiseur de guerre de classe Dreadnought. Le gantelet 3, la capsule de Bragg, transperça la coque extérieure du Varaxis comme un croc d'acier. L'impact ne fut pas élégant. La capsule déchira la moitié de sa coque avant de se loger entre 2 ponts. Bragg fut assommé, à moitié inconscient, le sang coulant de son nez. Mais l'écoutille fut ouverte par une charge. Et la première chose qu'il vit en se relevant fut un extraterrestre terrifié rampant à reculons, crachant dans sa propre langue. Il n'hésita pas. Un tir et la tête arrachée. Sans un mot, sans pitié. Brèche complète, grogna Rees. Dégagé. Brèche complète, grogna Rees. Dégagement. Ils avancèrent dans un couloir éclairé par des gyrophares rouges. Du gaz sifflait des bouches d'aération. Les sirènes hurlaient sur des fréquences extraterrestres. Les gardes du Conseil affluèrent. L'escouade de Bragg ne se mit pas à couvert. Ils avancèrent. Angle serré. Tir de suppression. Chaque tir signifiait quelque chose. Une balle dans la jambe fut suivie d'un coup de couteau à la gorge. Rees déconnecta une tourelle à plasma d'un coup de pied. Dress fixa une charge ionique sur un panneau du plafond et fit s'effondrer la moitié d'un couloir. Ils se déplaçaient comme des monstres. Des humains. Le Conseil tenta d'appeler des renforts, mais les pirates informatiques terriens, travaillant depuis des centres de données gelés enfouis en Antarctique, avaient déjà infiltré leur relais de communication. Parasites, cris, désinformation. Un vaisseau pensait que la Terre avait fait exploser une bombe à antimatière. Un autre pensait que sa propre flotte était compromise. Le chaos, exactement comme l'humanité l'aimait. Pendant ce temps, sur Terre, les villes brûlaient et se reconstruisaient simultanément. Tandis que les bombes tombaient sur le Caire, les usines souterraines crachaient de nouveaux canons à rails. Pendant que le Conseil bombardait les ruines de Paris, des cellules de résistance polonaises lançaient des attaques de guérilla contre les camps ennemis. Et en Amérique du Nord, le projet revenant de l'abri 6 était pleinement opérationnel. Les super-soldats, numérotés de 1 à 24, étaient en liberté. Ils ne parlaient pas, ne posaient aucune question. Ils se déplaçaient avec une précision glaciale à travers le Canada, réduisant les escadrons extraterrestres d'élite comme des tondeuses à gazon dans l'herbe mouillée. Certaines des victimes n'étaient pas tactiques. Elles étaient cruelles. Des corps étaient laissés suspendus la tête en bas. Des bannières portant des messages gravés dans des langues extraterrestres disaient « Est-ce à ça que ressemble la conquête ?» Même les généraux de la Terre ont commencé à craindre les revenants, mais aucun n'a osé les arrêter. On ne laisse pas un monstre en laisse au milieu d'une guerre. De retour sur le Varaxis,
l'équipe de Bragg a finalement atteint l'ascenseur central. Dreyas était blessé, la jambe arrachée par des éclats d'obus. Rhys saignait de la tempe. Bragg a chargé son dernier chargeur. Le pont est un niveau au-dessus. Nous sommes en infériorité numérique, marmonna Rhys. Nous le sommes toujours. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Ils chargèrent. Le symbole du conseil clignota sur les écrans creux. Bragg s'avança, regarda la caméra de sécurité et comprit que quelqu'un l'observait. Ce vaisseau appartient à la Terre, maintenant. Puis il brandit la bannière du conseil et la brûla. La vidéo se répandit plus vite que le conseil ne put la censurer. Chaque monde, chaque avant-poste, chaque colonie qui avait autrefois craint le conseil vit ce moment. Un soldat humain, debout sur le pont du vaisseau amiral, couvert de sang, le feu derrière lui, et le symbole de l'ordre galactique réduit en cendres dans sa main. Ce jour-là, la galaxie bascula. Certaines planètes commencèrent à remettre en question le conseil, d'autres à se rebeller, et d'autres encore se mirent à écouter les émissions de la Terre, car la Terre n'offrait pas la paix, elle offrait la liberté, et cette offre était payée au prix du sang. Le Conseil avait passé des millénaires à bâtir un empire fondé sur l'obéissance, le contrôle par la structure, la domination par l'héritage, et non sur la peur, ni sur le respect, juste sur une simple règle tacite, ne pas résister. Et puis la Terre s'y est pliée, encore, et maintenant son plus beau vaisseau, le Varaxis, diffusait des images de sa propre passerelle sous contrôle humain. Le symbole du Conseil, un sceau d'ordre vieux de plusieurs siècles, gisait en morceaux sur le sol, tandis que des soldats ensanglantés fixaient leurs caméras tels des démons revenus de l'enfer. Toutes les planètes connectées au Conseil le virent. Toutes les espèces autrefois réduites au silence par ces cuirassés élégants et ces diplomates raffinés virent un homme, un soldat, un rien, un moins que rien, allumer un feu dans leur peur insidieuse. Et la Terre souriait, non pas parce qu'elle gagnait, mais parce qu'elle avait désormais la permission d'aller plus loin. Le sergent Théo Bragg se tenait au centre du pont capturé. Son casque avait été ôté. Son visage était craquelé et pâle. De la terre maculait sa mâchoire. Du sang séchait au coin de sa lèvre. Il semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Car il n'avait pas dormi. Autour de lui, les membres restants du conseil avaient été ligotés ou exécutés. L'air sentait le cuivre, l'ozone et la chair brûlée. Rhys était affalé dans un coin, les yeux clos, du sang coulant de son oreille, vivant à peine. Dress s'était évanoui, sa jambe était surélevée, un garrot coupant la circulation. Bragg se connecta à l'interface du vaisseau grâce à un traducteur piraté que la Terre avait piraté avec une technologie extraterrestre récupérée. Ce n'était pas net. Les écrans buguaient toutes les quelques secondes. Parfois, les mots sortaient à l'envers. Mais ça fonctionnait. Il diffusa un court message sur une fréquence cryptée commune au Conseil. Une humanité entière n'avait pas le droit d'y accéder. Le vaisseau amiral de votre flotte est à nous. Votre commandement est mort. Si vous voulez récupérer ce vaisseau, il se pencha vers la console. Venez le prendre. Puis, il désactiva les dispositifs de sécurité, ouvrit les pinces d'amarrage et arma l'ogive du cœur du réacteur. S'il tentait de reprendre le Varaxis, ce ne serait pas un sauvetage, mais un enterrement. Tout en bas, le général Marcus Vane observait la situation depuis un bunker sombre en béton, profondément sous les vestiges des Rocheuses. Un œil sur le flux vidéo, l'autre sur les lumières rouges clignotantes qui signalaient les mouvements de troupes extraterrestres en Europe et en Asie. Le Conseil avait ralenti. Le repli était désormais évident. Moins d'agressions, moins de tirs orbitaux. Leurs forces restantes se consolidaient, se préparant à quelque chose. Une dernière poussée? Une retraite? Peu importe. La Terre n'attendait pas. « Nous avons trop longtemps joué la défensive », dit Van à son conseil de guerre. « Il est temps de partir en chasse. » La carte s'agrandit. Des dizaines de zones rouges marquaient des sites d'atterrissage extraterrestres encore actifs sur Terre. Opérations avancées en Sibérie, centre de ravitaillement au Sahara, tour de communication en Amérique du Sud. La force opérationnelle Odin s'occupera de la cellule russe. Revenant en Afrique, chien noir au Brésil, chaque ville perdue, nous la reprenons. Un jeune analyste leva la main. Monsieur, ce sont des zones fortifiées. Nous n'avons pas la supériorité aérienne. Et nos chaînes d'approvisionnement sont... Van l'interrompit. Nous sommes en colère.
Un autre général se pencha. Ce n'est pas une stratégie. Van le fixa, les yeux comme des pierres. Ça l'est maintenant. À San Polo, une garnison municipale de 12 000 soldats avait transformé la ville en forteresse militaire. Barrières énergétiques, drones, nœuds de défense contrôlés par les yeux, personne ne s'attendait à une contre-attaque humaine. Pas là, pas encore. Jusqu'à ce qu'elle vienne. D'en bas, égouts, métros, tunnels effondrés. Les chiens noirs avaient passé des semaines à creuser des tunnels sous les décombres avec du matériel de construction civile et des explosifs de récupération. Lorsqu'ils ont fait exploser les premières charges, le sol s'est ouvert comme une gueule de bois. Les extraterrestres furent entraînés dans un combat au corps à corps avant même de réaliser que les alarmes étaient réelles. Des briques s'écrasèrent sur les casques. Des éclats d'obus transpercèrent les blindages. Et lorsque les renforts du Conseil arrivèrent d'orbite, des brouilleurs humains aveuglèrent leur système de ciblage orbital. Une fusée éclairante s'éleva du toit d'un gratte-ciel effondré, verte, puis des dizaines d'autres. Les anciens silos à missiles de la Terre, autrefois pourris et inutilisés, reprirent vie. Et du sol, le ciel brûlait. Mais le combat n'était pas seulement physique. La Terre avait appris autre chose, quelque chose de plus profond, quelque chose de bien plus dangereux. Le Conseil n'était pas fait pour la guerre psychologique. Leurs ennemis se brisaient toujours. Mais les humains, non. Ils se brisaient et devenaient plus méchants. Ils ne se sont pas pliés. Ils se sont fracturés en morceaux plus tranchants. Alors l'humanité a commencé à diffuser des messages ciblés directement sur les canaux du Conseil. Militaires et civils. Pas de menaces, pas de politique, juste la vérité. Ils ont montré des images de la guerre du Conseil. Crime, enfants morts, villages vitrés, torture. Ils ont révélé des messages interceptés entre des commandants du Conseil, se moquant de dresser les singes et de détruire la planète comme un chien sauvage. Et le pire, une vidéo d'un prisonnier humain de 14 ans, ligoté, interrogé, hurlant. Il n'a pas donné de nom. Il est mort, silencieux. Le Conseil a essayé de discréditer les images. Ça n'a pas marché. Parce qu'au fond, chaque espèce sous la domination du Conseil avait toujours craint d'être la prochaine sur la liste, et maintenant la Terre ne se contentait pas de riposter, la Terre gagnait en orbite grâce au renfort du Conseil. Finalement, une flotte de 200 vaisseaux, pour la plupart automatisés, dirigés par l'IA, froid et calculé, est arrivée. Ils ont encerclé la Terre comme des vautours. Chaque grande ville avait une cible verrouillée. Une dernière demande fut adressée à l'humanité. Nous allons purger cette planète. Dernière chance. Le message fut entendu par des milliards de personnes, mais la Terre ne répondit jamais. À la place, un signal civil apparut sur les fréquences du Conseil. Un homme se tenait devant un tas de décombres qui était autrefois sa maison. Le corps de sa femme était à moitié enterré derrière lui, le visage ensanglanté, un fusil à la main. Il ne dit rien. Il se contenta de cracher sur la caméra et s'éloigna. Telle fut la réponse de la Terre. Le Conseil se prépara donc à tirer. Mais avant qu'il ne puisse le faire, le Varaxis se mit en mouvement. Le vaisseau amiral, contrôlé par l'escouade de Bragg, à peine fonctionnel, dériva lentement à portée de tir de la flotte du Conseil. Son réacteur était amorcé, ses armes activées. Ils pensèrent à une manœuvre, jusqu'à ce que le cuirassé cible l'un des siens, un cuirassé du Conseil appelé le Jeturant, et tire. À bout portant, le cuirassé explosa comme un soleil mourant. Le secret de la Terre fut alors révélé. Ils n'avaient pas seulement pris le Veraxis, ils avaient rétroconçu ses systèmes de ciblage. La Terre disposait désormais d'une puissance de feu orbitale. Cette nuit-là, le ciel de la Terre était illuminé d'une couleur plus intense que celle des aurores boréales. Les vaisseaux du Conseil brûlaient et s'effondraient tels des dieux agonisants. Et à travers la galaxie, des centaines d'espèces sous son contrôle se levèrent. D'abord de petites émeutes, puis des révoltes, puis des renversements de gouvernement. Le Conseil tenta de les réduire au silence, mais c'était comme tenter d'endiguer un océan avec une feuille de papier. La Terre avait fait plus que riposter. Ils avaient révélé un mensonge. Le Conseil était imbattable, intouchable, indestructible. Mais maintenant, la galaxie voyait la vérité. Il saignait comme tout le monde, il brûlait comme tout le monde, et il s'enfuyait comme tout le monde. Le 10e jour de la guerre, le général Marcus Van envoya un message unique, diffusé sur tout le territoire du Conseil. Son visage était fatigué, marqué, endurci. Ce n'est pas la paix, ce n'est pas une reddition, c'est la justice. Il se pencha en avant. Et si vous êtes toujours fidèle au Conseil, nous arrivons. Le premier monde du Conseil à tomber n'était pas conquis.
Il avait fait défection. La planète Lurod Prime, une sphère bleue et or nichée dans la ligne de partage Epsilon, était sous le contrôle du Conseil depuis 400 ans. Son espèce indigène, les Trennes, était un peuple agile et quadrupède, connu pour sa docilité et sa coopération, autrefois salué par les diplomates du Conseil comme une civilisation modèle. Mais les Trennes avaient vu la Terre se battre. Ils avaient vu des humains se vider de leur sang dans les rues et rester debout. Et lorsque leur propre gouverneur du Conseil ordonna à leur ville d'envoyer des troupes de soutien pour soutenir l'invasion de la Terre, quelque chose se brisa. Un ancien Trenne pénétra dans la propriété du gouverneur et lui trancha la gorge avec une lame cérémonielle. Il diffusa la nouvelle en direct, puis mit le feu au palais. En moins de 24 heures, l'Urod Prime déclara sa sécession du Conseil galactique et offrit une alliance diplomatique totale à l'humanité sans qu'on le lui demande. Le général Marcus Van ne sourcilla pas à l'annonce de la nouvelle. Il se contenta d'examiner la carte mise à jour. « Marquez-le en vert », dit-il. Vert. C'était le nôtre. Ça avait commencé. La rupture. L'éclatement. Et la Terre était le point de rupture. Le sergent Theo Bragg n'était pas encore de retour sur Terre. Il n'avait pas quitté le Varaxis, non pas qu'il ne le pouvait pas, mais parce qu'il ne le voulait pas. Depuis la capture, les forces du Conseil avaient tenté à 4 reprises de reprendre le vaisseau amiral. Tous avaient échoué. À chaque fois, les équipes d'attaque avaient été attirées, détournées par des plans corrompus et massacrées par une combinaison de pièges improvisés et par les 2 derniers survivants humains à bord. Le Rhys de Bragg et Drez était mort le 2e jour. Il avait emporté 4 d'entre eux avec lui. Son corps était toujours sanglé sur une chaise près de l'arrière du pont, enveloppé dans le vieux drapeau terrestre. L'endroit commençait à empester. Bragg s'en fichait. Le Viraxis était devenu un symbole flottant d'humiliation pour le Conseil. Ils avaient envoyé des ordres pour l'autodétruire à distance. Bragg avait désactivé ses systèmes. Ils avaient essayé des détonations IEM. Il avait réinitialisé l'énergie à partir de ses réserves internes et avait ri lorsque les lumières se sont rallumées. Et quand ils ont finalement tenté de l'affamer, en coupant les drones de ravitaillement, il a ouvert un sas, a traîné le corps d'un extraterrestre mort jusqu'au hublot et s'est mis à manger de la viande crue tout en fixant la caméra du vaisseau ennemi le plus proche. Qu'ils regardent, qu'ils apprennent. C'était une guerre humaine maintenant. Sur Terre, l'opération Reclaim était entrée en phase 3. Des villes étaient reprises, mais pas par des armées, mais par des exemples. À Johannesburg, les résistants de la Terre n'ont pas tué l'administrateur fantoche du Conseil. Ils l'ont promené dans les rues, lui ont fait avouer chaque trahison, chaque ordre, chaque être humain qu'il avait dénoncé, puis l'ont livré aux survivants de ses camps de travail. Ils n'ont même pas filmé la suite, inutile de le faire. Le silence en dit long. À Riyad, les revenants se déchaînèrent sans limite, sans hiérarchie, sans surveillance. Ils se mouvaient comme des ombres. 3 villes furent plongées dans le noir en 48 heures. Les avant-postes extraterrestres, autrefois emplis de la fierté du Conseil, étaient désormais des bûchers d'acier tordus et de casques écrasés. Une vidéo de drone montrait un revenant entrant calmement dans une tour de commandement fortifiée, la tête penchée comme un animal curieux, du sang coulant de ses gants, aucune arme en vue, juste le silence, et le cri des officiers du Conseil avant que la vidéo ne soit coupée. La nouvelle se répandit. Parmi les soldats du Conseil, un nouvel argot émergea. Ne pas se faire mettre à la terre. Cela signifiait être massacré sans avertissement, sans logique, sans pitié. La panique commença à s'installer. Puis quelque chose de bien pire encore. Le doute. Dans les étoiles, un sommet d'urgence du Conseil fut convoqué en orbite autour de Deraxis 4. 15 espèces, tous du haut commandement. La salle était remplie de chaleur et de tension, non pas pour des raisons politiques, mais parce que, pour la première fois, personne ne savait qui était encore loyal. « Contre quoi combattons-nous » demanda un délégué. « Que sont ces humains » Mais pour la première fois, personne ne savait qui était encore loyal. « Contre quoi combattons-nous » demanda un délégué. « Que sont ces humains » Personne ne répondit. Un autre dit qu'il ne respecte pas les règles de la guerre. Il tue des prisonniers. Il diffuse des exécutions. Il frappe sans honneur. Une autre voix répondit « Et nous perdons. Que nous vaut votre honneur maintenant ?» Le silence. Jusqu'à ce que le grand stratège du Conseil, une vieille monstruosité à 6 bras née dans une lune de guerre,
prennent enfin la parole. Nous avions mal calculé. Les têtes se tournèrent. Ils ne sont pas primitifs. Ils ne sont pas fracturés. Ils ne sont pas entravés par la peur comme les autres. C'est un animal blessé, acculé dans un coin. Il regarda autour de lui, tous les regards rivés sur lui. Et nous leur avons appris à nous haïr. Pendant ce temps, dans un sombre hangar enfoui sous les Appalaches, la Terre préparait quelque chose de pire que des armes, quelque chose de plus puissant que des vaisseaux ou des super-soldats. De la propagande, pas du genre à mentir. Le genre de personnes qui disaient la vérité, haut et fort, publiquement et sans excuse. Les meilleurs rédacteurs, hackers et anciens journalistes de la Terre étaient réunis autour d'une même mission, détruire le mythe du Conseil galactique. Ils ont fouillé dans les archives, récupéré des images, trouvé des témoignages, montré à des mondes entiers la colonisation du système Vexar, où les vaisseaux du Conseil ont gazé plus de 2 millions de civils pour maintenir l'harmonie galactique. Ils ont montré des images d'espèces stérilisées pour non-conformité. Ils ont diffusé des témoignages de réfugiés qui n'avaient jamais entendu parler de rébellion avant que la Terre ne se soulève. Ces émissions ont été surnommées « Guerre au coin du feu », car chacune d'elles a déclenché une étincelle. À travers la galaxie, des espèces ont commencé à incendier des avant-postes du Conseil, à déserter et à saboter des vaisseaux de l'intérieur. Et toujours, sur chaque fréquence piratée, résonnait la voix de Marcus Vann. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas esclave, vous n'êtes pas les prochains, vous êtes maintenant. De retour sur le Veraxis, Bragg savait que le temps pressait. Dress avait perdu connaissance plusieurs jours auparavant. Les systèmes électriques étaient en panne, le réacteur surchauffait. D'autres vaisseaux du Conseil les encerclaient, mais ils n'attaquèrent pas. Ils observaient. Il avait un dernier message à envoyer. Ni une supplication, ni un avertissement. Juste une promesse. Il activa la balise. Ce vaisseau est désormais le tombeau de tous les mensonges du Conseil. Brûlez-le, et vous brûlerez votre héritage. Il fit monter Dress dans une capsule de sauvetage, connecta la capsule à une commande manuelle et lança un compte à rebours sur le noyau. Puis il griffonna 3 mots sur le mur près de l'écoutille de la capsule, avec le sang de ses phalanges. À l'écoutille de la capsule, avec le sang de ses phalanges. Dis-leur pourquoi. Il poussa la capsule dans l'espace et se verrouilla à nouveau sur la passerelle. Le compte à rebours s'écoula. 5 minutes. Il alluma une cigarette, la dernière d'une boîte à moitié écrasée. Fuma en silence. Il n'était pas suicidaire. Il était délibéré, en silence. Il n'était pas suicidaire. Il était délibéré. C'était le prix à payer. C'était la récompense. Les humains ne gagnaient pas seulement les guerres par la force. Ils gagnaient par le sacrifice. Et 5 minutes plus tard, le Varaxis, symbole de l'invincibilité du Conseil galactique, explosa dans un éclat de lumière blanche qui fendit le vide comme les funérailles d'un dieu. La capsule de sauvetage dériva pendant 13 heures. Elle fut récupérée par un vaisseau de sauvetage terrien, le Banshees Mercy. À l'intérieur, Dress respirait à peine, mais était vivante. Dans sa main se trouvait un petit disque dur, l'ultime message de Bragg. Il n'avait pas été envoyé à la Terre, mais diffusé dans la galaxie. Chaque écran, chaque vaisseau, chaque station, une seule vidéo, juste le visage de Bragg, à moitié brûlé, les yeux embrasés. Vous ne pouvez pas nous conquérir. Vous ne pouvez pas nous enfermer. Vous ne pouvez pas nous comprendre. Nous ne sommes pas ici pour rejoindre votre conseil. Nous sommes ici pour y mettre fin. Et il sourit. Quand le Varaxis mourut, quelque chose d'ancien disparut avec lui. L'illusion du contrôle. Pendant des millénaires, le Conseil avait statué non pas par la force brute, mais avec la certitude que s'ils arrivaient, on se soumettait. S'ils menaçaient, on obéissait. S'ils punissaient, on restait puni. Mais le sergent Theo Bragg avait détruit leurs joyaux et s'était retiré à sa guise, un soldat humain transformant un vaisseau de guerre en bûcher funéraire. Ce faisant, il avait profondément marqué le Conseil. Ils n'avaient pas seulement perdu un vaisseau amiral, ils avaient perdu leur mythe. Car tout tyran a besoin d'une chose plus que des armes, la foi. Et maintenant, la galaxie n'y croyait plus. La révolte se propageait comme une infection. Dans les plaines sulfureuses de Dromaxis, des mineurs esclaves transformèrent leurs pioches en armes et brûlèrent vifs leurs superviseurs du Conseil à l'intérieur de leurs exosquelettes. Sur le monde océanique de Ktun, une espèce qui n'avait pas parlé depuis plus de 300 ans
hurla à l'unisson en faisant chavirer les écumeurs du conseil et en noyant ses gardes dans des fosses profondes. Et sur Nartil le 9e, un ancien dépôt d'armes du conseil, toute une garnison militaire fit défection dans la nuit. Ils quittèrent leur poste et hissèrent un nouveau drapeau dans le ciel, une terre fracturée, derrière laquelle s'élevait le feu. Symbole de la résistance. Symbole de ce que la terre avait commencé. Le général Marcus Vann se tenait devant une table dans une salle de guerre en béton, sous les vestiges du vieux Washington. Ils avaient démantelé le dernier centre de commandement avancé extraterrestre d'Amérique du Nord 2 jours auparavant. Maintenant, ils planifiaient une expansion, non pas pour le territoire, pour la destruction. La voix de Vann était basse et calme. Chaque planète que le Conseil utilisait pour réprimer son autorité. Nous les prendrons ensuite, une par une. Brûlons leurs lignes de ravitaillement. Paralysons leurs réserves de flotte. S'ils veulent la guerre, faisons en sorte que cela coûte cher. Il marqua une pause, puis désigna un point rouge près de la limite du système, à commencer par le noyau de Drax. Quelqu'un dans la pièce tressaillit. Ce n'était pas seulement une cible militaire. C'était symbolique, un monde propice au Conseil, utilisé pour les académies d'officiers, l'endoctrinement et la propagande. « Monsieur, dit un commandant, cette planète est fortifiée, ses défenses enfouies dans des anneaux orbitaux. Nous ne pouvons pas la prendre avec des missiles, et nous n'avons pas de vaisseau. » Vann hocha lentement la tête. « Alors, nous n'avons pas de vaisseau. » Il glissa un dossier noir sur la table. Son nom était « Opération Feu de Gouttière ». Le plan était insensé. Bien sûr que si. C'est pour ça qu'il fonctionnerait. Première étape, déployer les débris orbitaux des vaisseaux du Conseil détruits en les camouflant comme des météores. Deuxième étape, cacher des troupes à l'intérieur des débris. Troisième étape, écraser les soldats sur la planète sous couvert de débris. Pas d'atterrissage sur le monde, mais une invasion orbitale comme des couteaux qui tombent. Pas de vaisseau de débarquement, pas de fanfare. Juste de l'acier humain à l'intérieur de carcasses de métal extraterrestre en feu. Silencieux jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'équipe sélectionnée pour Götterfire n'était pas l'élite. Elle était pire. C'étaient les indésirables. D'anciens détenus. Libérés pour cause d'indignation. Trop instables pour commander. Trop violents pour être lâchés. Désormais, ils étaient l'arme parfaite. Le chef de l'unité 9 des pompiers de caniveau était un homme connu sous le nom de Granger. Pas de grade, pas d'histoire dans les archives publiques. La rumeur disait qu'il avait un jour arraché la mâchoire d'un commandant avec une gamelle pour avoir ordonné la retraite. Maintenant, il portait en permanence un masque à oxygène à moitié cassé, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que personne n'avait jamais vu son visage. Et il aimait ça. Lorsque sa capsule fut scellée dans un morceau de plaque de Varaxie fusionnée, il sourit. Il ne parla pas, ne pria pas, se contenta de craquer le cou et murmura « Brisons leur dieu !» Lorsque les débris pénétrèrent dans l'atmosphère du noyau de Draxus, aucune alarme ne retentit. Le Conseil observa le ciel et vit de vieux débris. Après tout, ils avaient vitrifié des dizaines de villes terrestres. Il était logique que leurs déchets commencent à retomber sur les planètes. Mais soudain, les débris commencèrent à dévier. Juste avant l'impact, des dispositifs d'allumage interne se déclenchèrent, des panneaux se fendirent, des compartiments de troupes se détachèrent comme des griffes, et dans 23 zones d'impact réparties dans l'hémisphère supérieur de la planète, des soldats terriens surgirent des cratères tels des démons sortant de tombes. Le Conseil n'eut même pas le temps d'envoyer des patrouilles aériennes que l'unité de Granger avait rasé leur tour de communication avec des explosifs extraterrestres récupérés. Puis, ils se dirigèrent vers la caserne. Silencieux, efficaces, pas de prisonniers. Ils n'étaient pas là pour conquérir, ils étaient là pour détruire. Sur Terre, on ne célébrait pas la victoire. Pas bruyamment. Ils regardaient les incendies brûler sur le noyau de Draxus grâce aux relais spatiaux. Les transmissions se coupaient une à une. Puis ils retournèrent creuser des tombes, reconstruire des maisons, élever de nouveaux murs. Ce n'était pas une parade victorieuse, c'était une vengeance. L'humanité ne se battait pas par fierté, elle se battait parce que personne ne l'aurait épargnée. C'était maintenant à son tour de n'épargner personne. À la 3e semaine, l'emprise du Conseil s'était brisée dans 19 systèmes. Mais le véritable coup fatal survint de façon inattendue. De l'intérieur,
un officier logistique de niveau intermédiaire nommé Tilrock, d'espèce inconnue, a déserté le Conseil et a remis une sauvegarde complète de leur base de données internes d'approvisionnement de flotte. Il n'a pas demandé l'asile, ne voulait pas de protection. Son message était bref. J'ai vu ma planète mourir sous vos armes. Vous m'avez dit que c'était pour la paix. Maintenant, je vais les aider à vous brûler. Les dossiers révélaient l'emplacement de chaque station de ravitaillement majeur du Conseil, de chaque avant-poste secret, de chaque base avancée non enregistrée, et, surtout, les coordonnées exactes de la flèche, véritable cœur du Conseil galactique, non public, non cérémoniel, le véritable centre de commandement. Enfoui dans une lune creuse, protégé par un champ de distorsion gravitationnelle, intact depuis 11 000 ans, la Terre avait sa cible. Le général Vann se tenait devant le premier chantier naval orbital de la Terre, encore en construction, à moitié rafistolé de ferraille et de soudure durcies au feu. Les ouvriers s'arrêtèrent à son arrivée. Il leva les yeux vers le croiseur à moitié construit au-dessus de lui. Acier brûlé, ligne déchiquetée, un moteur qui hurlait plutôt que ronronnait. Et puis il prononça son nom à voix haute pour la première fois, le Bragg. Ce serait le premier vaisseau d'assaut interstellaire de la Terre. Et il ne serait pas beau, il serait furieux. De retour sur Draxus-Core, l'équipe de Granger avait terminé son travail. Plus rien à brûler. Les académies étaient en cendres. Les tours de propagande s'effondraient. Les enfants d'officiers avaient été évacués. Certaines unités annonçaient qu'elles les laisseraient partir. Les enfants d'officiers avaient été évacués. Certaines unités avaient annoncé leur intention de les laisser partir. D'autres non. Personne ne posait de questions. Granger se tenait au sommet de l'ancienne flèche de l'harmonie, désormais brisée en deux, et diffusait son message à toutes les planètes encore fidèles au Conseil. Voilà ce qui arrive quand on élève ses enfants dans des palais construits sur des eaux. Nous ne demandons pas la reddition. Nous proposons l'extinction. La galaxie avait changé. La peur ne vivait plus dans les esprits extraterrestres. Elle vivait dans les cœurs des assemblées. Et dans les recoins obscurs du vide, où les nouvelles espèces imploraient autrefois la clémence, elle murmurait désormais un mot d'espoir, la Terre. Il n'y avait plus de doute, ni dans les étoiles, ni au Conseil, ni même dans les recoins sombres et fissurés des salles de guerre extraterrestres, où les espèces se moquaient autrefois de la défiance de la Terre. Maintenant, elles la craignaient, car la Terre ne se battait pas comme une armée. Elle n'opérait pas selon des règles, une doctrine ou des formations navales. La Terre se battait comme une créature si profondément blessée qu'elle en oubliait la mort. Et à sa place, un feu avait grandi, affamé, patient, intelligent, pire que la rage, déterminé. La mort du Conseil n'était pas une explosion, c'était une lente hémorragie. Au cours des 30 derniers jours, l'humanité et ses alliés avaient paralysé 61 bases d'opérations avancées, intercepté 13 convois de carburant et exécuté publiquement 4 généraux du Conseil capturés, le tout retransmis directement dans les chaînes de télévision de leurs propres citoyens. Pas un seul humain n'a demandé pardon. Pas un seul message n'a abouti à une miséricorde. En fait, les seuls mots répétés dans chaque diffusion étaient « Nous nous souvenons de tout ». Ce n'était pas un cri de guerre. C'était une malédiction. Aux confins de l'espace connu, la flèche trônait tel un dieu oublié. Le véritable cœur du Conseil galactique, une lune enfouie, enveloppée de technologies furtives, de distorsions énergétiques et d'anciens systèmes de protection que même leurs meilleurs ingénieurs ne comprenaient pas pleinement. Depuis 11 000 ans, aucun ennemi n'avait aperçu la flèche. Et maintenant, la Terre s'en prenait à elle. Le croiseur de combat Bragg, fraîchement achevé, balafré, inégal, forgé par la rage, était chargé de la moindre technologie volée, remaniée ou improvisée par l'humanité à ses ennemis. Ni perfection, ni finesse, juste un potentiel meurtrier sous forme d'acier. Le général Marcus Vann se tenait à sa proue, vêtu d'une armure noire mat. Pas d'insigne, pas de médaille, rien qui le reconnaisse comme l'homme qui avait mené la plus grande remontée militaire de l'histoire galactique. Il n'avait pas besoin de ressembler à une légende. Il était la raison pour laquelle les légendes existaient désormais. La flèche n'était pas sans défense. Ils s'attendaient à une attaque, et ils étaient prêts. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. 39 vaisseaux du Conseil formaient le dernier anneau de défense, plus contrôlé par l'IA, plus automatisé, habité. Ils avaient appris trop tard que les humains détruisaient les machines et s'étaient donc tournés vers les leurs.
Mais les humains étaient plus faibles qu'ils ne s'en souvenaient. Et les humains ne sont pas venus seuls. Ils en amenèrent d'autres. Le premier allié à arriver fut la flotte de la rébellion Liroti, bricolée, laide et terriblement instable. Mais ils étaient libres. Viennent ensuite les traînes, puis les exilés de North Hill 9, puis des unités dissidentes de 6 autres espèces longtemps considérées comme trop vaincues pour résister, désorganisées, peu fiables, mais présentes. Ils ne sont pas venus par amour pour la Terre. Ils sont venus parce que la Terre leur a donné le courage de haïr à nouveau, et la haine est un carburant quand l'espoir est perdu. La bataille a commencé non pas par une attaque, mais par une question. Van a envoyé un dernier message au Conseil, diffusé directement à la flèche. Vous nous avez demandé de nous rendre. Vous avez vitrifié nos villes. Vous avez exécuté notre peuple en direct et vous en avez ri. Maintenant, on vous pose une question. Croyez-vous toujours avoir le contrôle? Pas de réponse. Juste des cibles verrouillées. Van sourit et donna l'ordre. Le fanfaron tira le premier. Ni plasma, ni laser. Un canon à propulsion massive, reconverti à partir d'une foreuse perforatrice d'astéroïdes, désormais armé de projectiles d'uranium appauvris de la taille de camions de marchandises. Ce n'était pas élégant. C'était l'anéantissement. Le premier croiseur du Conseil n'explosa pas. Il s'effondra, tordu comme de l'étain sous la pression d'un marteau divin. La flotte Laroti chargea ensuite, volant bas et serré, sacrifiant son blindage à la vitesse. 2 furent touchés par les chasseurs du Conseil. 4 d'entre eux réussirent à traverser et commencèrent à larguer des cœurs de réacteurs dans les coques ennemies, une tactique empruntée à la Terre, l'autodétonation plutôt que la reddition. Des pilotes humains les suivirent dans des vaisseaux de largage blindés, affrontant des vaisseaux capitaux comme s'ils appartenaient à l'anneau. Et puis, au milieu du carnage, le signal retentit. Les revenants avaient atterri. L'opération Nuit Pâle avait commencé. Les super-soldats restants de l'Abri 6 avaient été lancés via des nacelles à rails à grande vitesse, percés directement dans la structure extérieure de la flèche comme des clous hypersoniques. 20 nacelles, 20 monstres. Ils franchirent les murs, couverts de poussière de béton et de sang, déchirant la première ligne de garde en moins d'1 minute. Les dernières unités d'élite du Conseil, la garde échelon, les rejoignirent dans le couloir central. Le combat fut bref. Les corps ne furent pas enlevés, ils furent exposés. Chaque revenant portait une lame, non pas par efficacité, mais parce que la peur est plus percutante lorsqu'elle est personnelle. Dans une chambre au sommet de la flèche, le dernier véritable chancelier du Conseil restait assis, immobile, regardant les flux de guerre s'effondrer un à un. Il ne parlait pas, ne priait pas. Il fixait simplement l'image finale du drapeau de la terre, rudimentaire, imparfait, jalonné de flammes, et murmurait « Nous aurions dû les éliminer quand ils n'étaient encore que des animaux ». Sa dernière vision fut celle d'un visage humain entrant dans la chambre, le masque fissuré, le regard féroce. Le chancelier leva la main. L'humain brandit un couteau. Ce fut la fin du Conseil galactique. Mais la Terre ne s'arrêta pas là. Pas encore. Car la victoire, pour les humains, ne signifie pas seulement la fin d'un ennemi. C'est la leçon gravée dans les eaux de l'histoire. Ils n'ont pas reconstruit la flèche. Ils l'ont démontée, poutre d'acier après poutre, ont fait fondre ses systèmes, effacé ses archives, inondé ses tunnels. Et à sa place, ils ont laissé un cratère, marqué d'une simple dalle de pierre, gravée dans toutes les langues galactiques. Pas d'or, pas de cérémonie, pas de revendication, juste une ligne. Que ceci serve d'avertissement au prochain empire. De retour sur Terre, Van marchait seul dans les ruines de ce qui était autrefois Chicago. Pas d'appareil photo, pas de discours, juste des rues défoncées et des souvenirs enfouis sous les décombres. Il alluma une cigarette, s'assit au bord d'un parking effondré et leva les yeux. Plus de vaisseaux au-dessus de sa tête, plus de menaces, juste le ciel. Pour la première fois dans l'histoire, les étoiles appartenaient à l'humanité. Non pas par l'exploration, ni par le commerce, mais par la seule vérité que personne n'avait osé dire avant que la Terre ne saigne. La galaxie ne respecte pas la paix, elle respecte la douleur. Il n'y eut ni défilé, ni hymne joué en orbite, ni feu d'artifice sur une Terre unie. Car ce n'était pas ce genre de victoire. La guerre était finie, mais ce qui suivit n'était pas la paix, ce n'était pas l'unité, c'était la réconciliation. Et personne ne le ressentait plus profondément que le général Marcus Van. Il ne rentra pas chez lui. Il ne savait même pas s'il en avait un.
Après l'effondrement du Conseil galactique, l'humanité se trouvait au bord d'une situation qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Une galaxie qui la craignait, non respectée, crainte. Et comme tous les hommes qui avaient trop vu la guerre, Vin comprit quelque chose que personne ne voulait admettre. La peur ne dure pas, elle pourrit, et puis elle pousse des dents. Dans les mois qui suivirent la destruction de la flèche, la Terre ne connut pas un âge d'or. Elle devint un empire de fantômes. 1 millier d'alliés brisés comptaient désormais sur eux pour leur protection, leur pouvoir, leur structure. La Terre ne leur donna rien de tout cela. Au lieu de cela, elle leur lança un avertissement. Les humains n'ont pas reconstruit les systèmes du Conseil. Ils les ont démantelés, un par un. Chaque nœud de taxation, chaque réseau de surveillance, chaque IA de conformité a disparu. Ils ne voulaient pas remplacer l'empire qu'ils avaient incendié. Ils voulaient juste s'assurer que personne n'en reconstruise un autre. Le nom du sergent Théo Bragg est entré dans la légende, non pas parce qu'il a survécu, non, mais parce que l'image de son sourire ensanglanté, fixée sur la caméra du vaisseau amiral du Conseil, était présente dans chaque vaisseau rebelle, chaque écran fissuré, chaque histoire de feu de camp racontée sur les mondes libérés. L'homme qui avait craché au visage d'un empire et l'avait incendié. On disait qu'il était mort sans crier. On disait qu'il était mort en souriant. Que ce soit vrai ou non n'avait aucune importance. L'idée de lui suffisait. Et des idées comme ça, elles ne meurent pas. Les revenants n'ont pas été démantelés. La Terre ne savait pas comment les démanteler. Certains ont disparu dans les systèmes extérieurs, traquant, selon la rumeur, les criminels de guerre du Conseil dans l'espace lointain. D'autres sont revenus sur Terre et n'ont plus jamais donné signe de vie. Ceux qui sont restés n'ont pas parlé, n'ont pas salué, n'ont pas dormi. L'un d'eux se tenait près du cratère où se trouvait la flèche et resta immobile pendant 47 heures. Puis, sans combinaison, il s'enfonça dans l'obscurité de l'espace et disparut. Personne ne le suivit. Personne ne lui demanda rien. On ne remet pas en question ce qui fait gagner les guerres. On essaie juste d'y survivre. Et la Terre, les gens, ceux qui n'ont pas combattu mais ont survécu au feu, ils ont fait ce que font toujours les humains. Ils ont continué, construit avec ce qu'ils avaient, aimé qui ils pouvaient, détesté ce dont ils se souvenaient. Certaines villes sont revenues, d'autres jamais. Il y avait des enfants maintenant, certains nés dans des bunkers, d'autres nés en silence après les frappes orbitales. Ils n'avaient jamais vu un croiseur du Conseil, jamais vu leur ciel s'emplir de morts. Mais ils savaient, car la Terre ne cachait pas ses cicatrices. Elle les avait tatouées dans la pierre. Chaque ville avait un mur commémoratif, mais ils n'étaient pas pour les héros. Ils étaient pour les oubliés, les noms sans corps, les cris que personne n'enregistrait, les cendres qui ne sont jamais revenues. Dans les ruines de Sydney, il y avait un tel mur, et c'est là que Van se rendit, 1 an jour pour jour après la fin de la guerre. Pas de garde, pas d'officier, juste un homme en noir debout sous les noms. Il n'était pas là pour qu'on se souvienne de lui, il était là pour se souvenir. Un petit garçon s'approcha de lui. Il ne dit rien. Il fixa simplement les noms, lui aussi. « Ton père, là-haut » demanda Van. Le garçon hocha la tête. « Le mien aussi. » Silence. Puis le garçon leva les yeux. Étaient-ce des soldats? Van ne répondit pas tout de suite. Puis, étaient-ce des soldats? Van ne répondit pas tout de suite. Puis, le mien ne l'était pas? Le garçon parut perplexe. Qu'était-il? Van regarda le mur et, pour la première fois depuis des années, sa voix se brisa. Humain. C'était ce que personne hors de la Terre n'avait jamais compris. L'humanité n'a pas gagné grâce au pouvoir, au vaisseau ou à la technologie. Ils ont gagné parce que, quand tout leur a été enlevé, quand chaque enfant a été enterré, chaque maison réduite en poussière, ils n'ont pas cédé. Ils sont devenus pires que des rebelles. Ils sont devenus vertueux. Au lendemain de la guerre, la galaxie a tenté de se réorganiser. Les espèces se sont rassemblées, ont discuté de la formation d'un nouvel ordre. Une à une, elles ont invité la Terre à la table des négociations. Une à une, la Terre a décliné. Nous avons vu ce qui arrive quand le pouvoir reste trop longtemps au même endroit. Construisez quelque chose de nouveau, mais ne nous demandez pas de le gouverner. Certains ont respecté la réponse, d'autres non. Certains ont murmuré en privé. L'humanité est trop dangereuse pour rester libre. Et c'est alors que la Terre a fait quelque chose d'inattendu. Ils ont ouvert les archives. Ils ont publié tous les fichiers de guerre, tous les flux internes, toutes les tortures.
tous les noms de tous les officiers extraterrestres ayant autorisé une exécution ou une frappe planétaire. Et ils l'ont clairement fait savoir. Nous n'avons pas d'empire. Mais si jamais vous tentez d'en construire un à nouveau, nous serons votre fin. Une fois de plus. Dans l'espace lointain, bien au-delà des voies cartographiées, une petite sonde dérive. Elle diffuse une boucle audio en boucle dans toutes les langues connues. Le dernier message de la guerre de l'humanité. Vous êtes venus nous chercher avec arrogance. Vous nous avez traités d'animaux. Vous avez exigé la reddition. Et la terre a souri. Si vous revenez, nous sourirons encore plus fort.